Bonjour à tous, je suis Claire Bernol, responsable de la rédaction du journal Réforme. Les sujets qui font l'actualité, les sujets qui font débat, je vous invite non seulement à les retrouver dans nos pages, mais également en vidéo. Chaque fois que nous le pourrons, tout ce qui a suscité vos réactions les plus vives, vos courriers, vos réflexions, nous vous proposons d'en retrouver une forme de prolongation en vidéo. Antoine Nuis, bonjour. Bonjour Claire. Vous avez récemment signé dans Réforme un éditorial intitulé « Ne pas se tromper de laïcité ». Vous avez accepté de revenir sur le cheminement de pensée qui vous a conduit à écrire cet édito. Je vais brièvement en rappeler le contenu pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. D'abord dire que vous partez d'un constat, un constat que vous tirez de l'émission Question d'Islam que vous avez suivie. Et ce constat montre que les mouvements religieux les plus représentés sur la toile sont d'une part les salafistes, d'autre part les pentecôtistes. Et vous enchaînez en écrivant, alors je cite, « Les discours de haine et de rejet vis-à-vis de l'islam tenus par les partisans d'une laïcité dure font le lit des salafistes. » Ces propos rejoignent ceux de Nicolas Cadenne, le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, lorsqu'il dit dans l'interview qu'il nous a accordée que la discrimination religieuse alimente les discours victimaires des islamistes. Et vous poursuivez, je cite toujours, « S'il y a une leçon que l'on peut tirer de l'histoire, c'est qu'on n'affaiblit pas un courant de pensée en essayant de l'interdire. La répression renforce en général ceux contre qui elle s'exerce, les protestants le savent bien. » Et effectivement, vous poursuivez avec ce constat qu'une laïcité qui cherche à couper court à toute manifestation d'ordre religieux dans la société, dans l'espace public en particulier, est finalement en fait une action tout à fait contre-productive. Elle renforce plutôt les résistances. Et on comprend bien votre position qui est de dire que la loi 1905 encadre la laïcité et que dans ce cadre-là, tous les éléments dont nous avons besoin nous sont donnés, si je comprends bien. J'avais envie de vous poser une première question. Vous décrivez votre rapport à la laïcité à travers cet édito. Est-ce que c'est autant de points qui vous semblaient importants de rappeler à nos lecteurs? La question de la laïcité, je dirais, elle est vieille, j'allais dire, elle est vieille comme la République, mais même elle est bien antérieure, je veux dire. La question de la laïcité, c'est comment est-ce que la loi régit la relation entre les religions et l'État, et le politique. Hein. Et quand je dis que ça remonte même au-delà de la République, ça remonte même au temps biblique. Hein. Et au temps biblique, d'ailleurs, je rappellerai juste, hein, puisque je suis aussi un peu théologien, un petit point biblique. Vous savez que dans le Premier Testament, il y a deux catégories de personnes qui sont ointes. C'est d'une part le roi et d'autre part le prêtre. Et derrière cette double onction du roi et de prêtre, qui étaient fatalement des personnes différentes d'ailleurs, derrière cette double onction, il y a cette idée que pour qu'une société se développe harmonieusement, il faut à la fois maintenir la séparation entre le politique et le religieux, il faut, je dirais, organiser le juste positionnement d'un registre par rapport à l'autre. Alors ça, c'est... et ce double positionnement, la tension entre ces deux positionnements, je dirais, elle est de tout temps. Nous disons la loi de 1905, mais la question laïque ne s'est pas posée en 1905. Elle est bien antérieure. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire même des rois de France, hein, l'histoire des rois de France, il y a toujours eu la tension entre, d'une part, ce qu'on appelle le gallicanisme, et le gallicanisme, c'était la volonté des rois de vouloir contrôler le religieux, et à l'inverse, l'ultramontanisme, qui est la volonté des papes de vouloir influencer les rois. Hein. Donc, ça remonte à notre histoire. Cela étant posé, dans la République, depuis un peu plus d'un siècle maintenant, cette tension, cette articulation est régie par la loi de 1905. Et c'est vrai que régulièrement, les évolutions historiques réinterrogent la pertinence de cette loi. Et je crois qu'on a le droit de se dire, voilà, est-ce que la loi, qui a aujourd'hui un peu plus d'un siècle, est toujours adaptée
à la situation actuelle. Et nous savons bien que la question du religieux et du politique aujourd'hui se pose essentiellement à travers le problème de l'extrémisme musulman, la peur des attentats et voilà, toutes ces questions-là qui percutent et qui interrogent la République. Et la question, c'est est-ce que la loi de 1905, telle qu'elle a été pensée par Aristide Briand au début du XXe siècle, demeure toujours pertinente pour organiser ce dialogue aujourd'hui. Et puis la loi, et puis au-delà de la loi, je veux dire comment les politiques, les religieux permettent cette juste positionnement de ces deux registres. Donc ce questionnement, il est légitime, il est pertinent aujourd'hui, à partir Alors, de la loi de 1905. la question laïque, elle est toujours à se reposer, hein, et parce que les sociétés avancent et on doit toujours vérifier que la loi actuelle est pertinente par rapport aux questions qui sont posées à notre société. Maintenant, faisons attention que quand on interroge la loi, derrière cela, il n'y a pas un souhait de vouloir déplacer l'équilibre entre le registre du politique, dans la relation entre le registre du politique et le registre du religieux. Alors, la position de Nicolas Cadenne, le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, que vous rappelez dans votre édito et qui est développé dans l'interview publiée dans le même numéro, puisque Nicolas Cadenne a accepté de répondre aux questions de réforme, cette position qu'il partage a fait réagir beaucoup de nos lecteurs. Certains ont été inquiets de voir éventuellement réforme tomber dans la pensée unique en adhérant à la vision de la laïcité défendue par l'Observatoire. Est-ce que vous comprenez ces réactions et qu'est-ce que vous auriez à répondre? Alors là, j'aurais un peu envie de dire deux choses. D'une part, je veux dire, Nicolas Cadenne a été quand même un des acteurs de terrain de la laïcité en tant que rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Et en cela, il a une certaine expertise, et notamment ce qu'il nous a raconté dans cette interview, c'est que l'Observatoire, ce n'est pas simplement un lieu de réflexion, mais c'est aussi un lieu de formation, c'est un lieu de terrain, c'est un lieu de confrontation entre toutes les personnes qui sont concernées par ce dialogue-là. Et je dirais que cette expertise mérite d'être entendue. Alors, réforme, on n'est pas là pour donner des bons ou des mauvais points de laïcité, on est là pour écouter les uns et les autres, et en tout cas, je suis heureux que nos lecteurs, et puis parce qu'aujourd'hui, cet observatoire, vous savez, pour des raisons politiciennes, alors qu'on peut analyser ou pas d'ailleurs, cet observatoire est contesté, mais c'est bien de donner la parole à ces responsables pour voir comment ils ont travaillé. Je veux dire que moi-même, en interviewant Nicolas Cadenne, j'ai appris des choses sur le fonctionnement de cet observatoire qui était un peu flou dans mon esprit. Et puis, pourquoi? Alors, lui, sa position, qui est la position de l'Observatoire de la laïcité, c'est que la loi de 1905, telle qu'elle a été votée au début du siècle dernier, est une loi qui demeure pertinente et qui demeure un juste cadre de cette relation entre la République et les religions, et que plutôt que de la remettre en question, commençons par l'appliquer et l'appliquer jusque dans l'esprit qui portait ceux qui ont été à l'origine de cette loi, et notamment Aristide Briand. Parce que, dit Nicolas Cadenne, d'une certaine façon, les débats sur les différents types de laïcité se posaient déjà au début du XXe siècle. Se posaient déjà au début du XXe siècle. Il rappelle quand même qu'au début du XXe siècle, la tension, alors à cette époque-là, c'était la tension avec l'Église catholique, les tensions étaient très très fortes, enfin je veux dire, c'est et aussi forte qu'aujourd'hui avec l'islam, et que d'une certaine façon, la loi a prouvé une certaine forme d'efficacité, puisqu'elle a permis une relation apaisée entre l'Église qui posait problème à cette époque-là, qui était l'Église catholique, et la République. Eh bien, appliquons-la jusqu'au bout, et le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité laisse sous-entendre, sans dire ouvertement, mais laisse sous-entendre, puis si nous l'appliquons en vérité, elle saura aussi apaiser les relations entre l'islam et la République. Alors,
force est tout de même de reconnaître que l'islam radical pose un vrai problème aujourd'hui en France. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quelque part? Comment on peut agir si on ne touche pas à cette loi de 1905 ou si on veut aller vers une laïcité que je qualifierais d'ouverte? Alors, bien évidemment, nous avons posé cette question au rapporteur général de l'Observatoire. Hein. Et aujourd'hui, que faire par rapport à cet extrémisme, l'extrémisme musulman? Et là, il a apporté plusieurs réponses. Il a dit, bon, d'abord, il y a derrière l'extrémisme musulman, la première, c'est il y a des questions de respect de la loi, de police. Il dit, mais ça, c'est pas la laïcité. Bon, prenons même le cas des attentats. Et il dit, les attentats, c'est une question de police, ça relève du ministère de l'Intérieur, c'est pas une question de laïcité. Je veux dire que les attentats sont complètement en dehors des cadres de la laïcité, puisque justement, c'est la religion qui veut s'imposer à la République. Or, la laïcité nous dit que la religion ne doit pas s'imposer aux politiques, de même que le politique ne doit pas s'imposer à la religion, et qu'il faut organiser la juste relation entre les deux. Donc ça, c'est la première chose. Et puis maintenant, de façon plus au-delà, pour essayer de répondre à l'extrémisme musulman, eh bien, il dit, enfin, quand on lui a posé la question, il a apporté plusieurs réponses. Il dit, premièrement, cet extrémisme se nourrit de la ségrégation sociale qui existe dans notre pays. Et quand, dans une ville, prenons le cas de l'école, hein, puisque c'est là où les enfants se retrouvent, quand les écoles sont très ségrégées et que, pour faire vite, un peu caricaturer, les plus pauvres et les plus musulmans se retrouvent tous entre eux, eh bien, évidemment, ils ont tendance à alimenter, je veux dire, leur propre fantasme, leur propre dérive, leur propre victimisation, cette idée que tout le monde est contre eux. Et quelque part, c'est la ségrégation sociale qui, en partie, fait le lit de cet extrémisme religieux. Hein. Vous savez, ce qu'on appelait la radicalisation de la contestation. Hein. Je dirais, c'est voilà, les gens qui se sentent contestés dans leur identité ont tendance à se radicaliser. À entrer en résistance. Entrer en résistance. Et puis l'autre chose qu'il dit, c'est que et l'islam et la République ont mal géré les tentatives d'intrusion des salafistes qui étaient notamment, je veux dire, organisées par les pays du Golfe, hein, pour une chose par leur nom, et notamment par l'Arabie Saoudite et par le Qatar, hein, et de dire que quand l'Arabie Saoudite et le Qatar ont essayé d'influencer l'islam de France à travers, et notamment à travers Internet, l'islam a mal su résister à cette intrusion parce que l'islam français est un peu coincé par ce qu'on appelle l'islam consulaire. Hein. L'islam consulaire, c'est qu'il faut voir que l'islam en France est un peu tiraillé entre les musulmans d'origine algérienne, d'origine marocaine, d'origine turque, avec les consulats de ces pays qui essayent de maintenir le dialogue, voire l'influence sur leur diaspora, et qu'un jeune né en banlieue, cet islam consulaire ne lui parle pas. Hein. Donc l'islam a mal su réagir. Et puis la République aussi a mal réagi. Il y avait des réponses diplomatiques à apporter. Mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est aussi de l'argent. C'est aussi le financement de nos entreprises. C'est aussi le financement de clubs de foot. Et que en cela, je dirais, la République n'a pas assez réagi à cette influence. Mais dit, mais ça, ce n'est pas la loi de 1905. Là, c'est la question de la diplomatie. Là, c'est la question de la responsabilité du politique. Hein. Voilà. Alors ça, ce sont les origines de cet extrémisme. Aujourd'hui, cet extrémisme existe. Quelles réponses pouvons-nous y apporter? Alors, en tout cas, alors évidemment, la tentation, on le voit bien aujourd'hui, hein, la tentation, c'est de vouloir durcir la laïcité, enfin, la laïcité au sens de contre la religion, quoi, hein, de durcir les oppositions aux religions, de durcir les oppositions. Et ce durcissement, il est totalement contre-productif. Pourquoi? Comme vous le disiez tout à l'heure dans le résumé de mon interview, d'abord, nous les protestants, nous sommes bien placés pour savoir que chaque fois que dans l'histoire, un pouvoir politique a essayé d'interdire un courant de pensée, eh bien, l'interdiction, la persécution n'a fait que renforcer la dynamique de ce courant de pensée. Et puis ensuite que dans le cas
la situation sociale particulière de l'islam en France, vouloir augmenter la pression sur l'islam, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait qu'alimenter le discours victimaire que tiennent les salafistes. C'est que les salafistes, leur discours aux jeunes musulmans de France, c'est vous voyez bien que vous êtes ségrégés, vous voyez bien qu'on ne vous aime pas, vous voyez bien que vous n'avez pas votre place dans la République. Conclusion, il faut lutter contre la République. Et j'ai bien peur qu'en voulant durcir la laïcité, mais quelque part, on alimente ce discours-là et on ne fasse que l'inverse de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on renforce l'extrémisme musulman. Donc, si je comprends bien, ne pas être dupe, sans entrer pour autant dans une opposition vaine, en fait, et oser le dialogue. Alors, un dialogue dont les modalités resteraient à discuter et dont on pourrait parler longuement même. Vous avez commencé cet entretien avec une référence biblique presque d'emblée. Est-ce qu'on pourrait conclure aussi en portant un regard sur la Bible et en quoi elle pourrait nous aider à réfléchir sur le sujet, en particulier en tant que protestants? Alors, je l'ai dit, la tension entre le prêtre et le roi traverse tout le Premier Testament. Et puis nous, chrétiens, dans le Nouveau Testament, il y a un certain nombre de paroles de Jésus qui reconnaît la pleine légitimité du politique. Je veux dire, alors, on a l'habitude de dire, d'ailleurs, il y a un petit article dans Réforme dessus sur la fameux verset « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que ce verset est donné en réponse à une personne qui interroge Jésus sur la question « Doit-on payer l'impôt à César ?» Doit-on payer l'impôt à César? C'est-à-dire, est-ce que En tant nous, que juif, quand on est juif. Voilà. Est-ce que nous, religieux, on doit se compromettre à toucher l'argent et alimenter César? Et quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu qui est à Dieu », il dit « Il y a la part de César et il y a la part de Dieu. Et qu'il faut donner sa juste place à César. Et pour cela, il faut payer des impôts. Mais il faut aussi être très scrupuleux sur la liberté religieuse, parce que la liberté religieuse est une des matrices de toutes les libertés. Et donc, il est important d'être totalement attaché à l'importance de ces deux sphères, la sphère de César, la sphère de Dieu, aujourd'hui, la sphère de la République et la sphère des religions.